Bonjour à tous, bienvenue au sommet de cette édition de Event Actu. Ensemble avec notre invité du jour, nous parcourons l'actualité de la semaine écoulée. Nous sommes aujourd'hui avec Fabrice Lago, plus connu sous le nom de Steve Biko. Bonjour. Bonjour Franck. Alors Fabrice Lago, dit Steve Biko, est le secrétaire national chargé des NTIC de l'Union des Nouvelles Générations. Il est par ailleurs écrivain, doctorant en lettres et il poursuit un troisième cycle en communication politique. C'est avec lui que nous allons décrypter l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, les titres de cette édition. Côte d'Ivoire. La CEI a proclamé le candidat Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle avec 83,66% des voix. Pascal Affi-N'Guessan face à la presse a pris acte des résultats et selon lui, ces résultats relèvent que la Côte d'Ivoire est toujours en crise. Cour pénale internationale, le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo reporté au 28 janvier prochain. La Guinée, la Cour constitutionnelle a validé la réélection du président Alpha Condé. Présidentielle en Tanzanie, John Magufuli, le candidat du parti au pouvoir, déclaré vainqueur. L'opposition crie à la fraude et conteste les résultats. Rwanda, adoption au Parlement du projet de réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président rwandais Paul Kagame de rester en poste jusqu'en 2034. Burkina, les Burkinabés ont célébré l'an 1 de l'après-Compaoré. Sport, les All Blacks champions du monde. Football, Champions League africaine, le TP Mazembe prend une option sur la victoire en battant l'USM Alger 2-1 en finale aller de la compétition. Mesdames et messieurs, le développement de ces titres. En Côte d'Ivoire, en attendant les résultats définitifs du Conseil constitutionnel, la CEI a proclamé le candidat Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle avec 83,66% des voix. En image, retour sur la déclaration du président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Ces résultats ont fait l'objet de vérification par l'ensemble des commissaires réunis en commission centrale avant d'être validés puis compilés pour donner les résultats généraux que nous sommes à présent en mesure de vous donner. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Taux de participation 54,63. Ont obtenu Alassane Ouattara 2 118 229, soit 83,66%. Conan Quadio Siméon 22 117, soit 0,71%. Lagou Adjoa Henriette 27 759, soit 0,89%. Affi-N'Guessan Pascal 290 780, soit 9,29%. Essi Amara 6 413, soit 0,20%. Bani Konachal 8 667, soit 0,28%. Mamadou Koulibaly 3 343, soit 0,11%. Quadio Konabertin 121 386, soit 3,88%. Kwangwa Jacqueline Claire 12 398, soit 0,40%. Nyamro Kakou 18 650, soit 0,60%. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers frères et sœurs, la Commission électorale indépendante transmet dès ce jour au Conseil constitutionnel ce, conformément aux dispositions légales en vigueur,
les résultats provisoires globaux enregistrés et validés, accompagnés de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes, à charge pour cette institution de proclamer les résultats définitifs. Son principal adversaire, Pascal Affi-N'Guessan, a pris acte des résultats face à la presse le mercredi dernier. Selon lui, ce scrutin révèle que le pays est toujours en crise. Extrait de sa conférence. Ces chiffres indiquent que le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. On observe des taux d'abstention élevés, supérieurs à 50%, dans des zones ayant vécu durement les affres de la crise post-électorale de 2010-2011 et où les populations se sont repliées sur elles-mêmes et, appréhendant l'échéance électorale comme une grave menace à leur sécurité, se sont abstenus d'aller voter. Ce scrutin révèle donc que la Côte d'Ivoire est toujours en crise, la Côte d'Ivoire est toujours divisée. Ce scrutin confirme que le pays a besoin de réconciliation et de démocratie. Mamadou Koulibaly, le président de l'IDER, a pour sa part saisi le Conseil constitutionnel aux fins de contestation du scrutin, conformément à l'article 60 de la loi numéro 2514 du 1er août 2000 portant code électoral, tel que modifié par les lois numéro 2012 1130 du 13 décembre 2012, numéro 2012-1193 du 27 décembre 2012 et numéro 2015-2016 du 2 avril 2015. En Guinée, nous le disions dans les titres, la Cour constitutionnelle a validé ce samedi la réélection du président Alpha Condé au premier tour avec 57,85% des voix. En Tanzanie, John Magufuli, le candidat du parti au pouvoir, a été proclamé président de la République le jeudi 29 octobre dernier à l'issue du vote de dimanche dernier. La victoire du candidat au pouvoir avec 58% des voix vient d'être annoncée par la commission électorale à Dar es Salaam. Cependant, l'opposition, le principal opposant, Edouard Lowassa, s'est proclamé aussi dans la même journée vainqueur de cette présidentielle. Steve Biko, la commission électorale indépendante, a donné les résultats en milieu de semaine en proclamant le candidat Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle avec un taux de plus de 83%. Alors, quels commentaires et selon vous, quels défis attendent le président Ouattara? Merci Franck. Je pense que, à l'instar de tous les Ivoiriens qui ont appelé au boycott de ce scrutin-là, nous constatons que la CEI est restée fidèle à sa réputation en ce qui concerne le tripatouillage des votes. Je pense qu'une analyse plus poussée de ces mêmes résultats-là fait savoir que le candidat Ouattara n'a pas beaucoup gagné en autorité entre 2010 et 2015, parce qu'au-delà des pourcentages qui sont vraiment qui rappellent une certaine époque de dictature en Europe de l'Est, mais lorsque on regarde le nombre d'électeurs, on se rend compte qu'il y a juste en 2010, si on se fie aux résultats proclamés par la commission électorale en 2010 et ceux proclamés en 2015, en 5 ans, il a juste gagné 135 000 voix. C'est au-delà des pourcentages. Et on constate aussi qu'une bonne partie des Ivoiriens a boycotté ce scrutin-là. Donc en vérité, Ouattara a été élu par la moitié des électeurs, si on se fie toujours aux chiffres de la CEI, et dans cette moitié d'électeurs, elle en a obtenu un taux de 83%. Donc nous constatons, mais cela, en tant qu'opposants, cela ne change rien au fait que nous estimons avoir un combat à mener contre Ouattara pour la démocratisation de la vie politique. Et justement, lorsque vous me demandez quels sont les défis qui l'attendent, il a lui-même donné les différents axes de son quinquennat en disant en premier lieu qu'il ne s'occuperait pas de la réconciliation et de la cohésion sociale parce qu'il estime que ces deux nous savons se faire d'elles-mêmes. Moi, je pense que lorsqu'on le dit, lorsqu'on est chef d'État et qu'on le dit, c'est une démission. Parce qu'il appartient à ceux que le pouvoir politique de mettre tout en œuvre pour créer la réconciliation et la cohésion sociale. Donc, en deuxième lieu, il a dit qu'il comptait vider le FPI de sa substance. Je pense que donc il a décliné son programme politique pour le quinquennat à venir. Donc, nous l'attendons sur ces choix-là.
toujours parlant de l'élection, pour l'élection présidentielle, nous avons eu 3 taux de participation. D'abord 60%, ensuite 54% et désormais 52%. Quels commentaires sur ce taux de participation variable? Et vous parlez tantôt de l'opposition face à Ouattara. Alors nous sommes tentés de vous demander quelle opposition face à Ouattara? Parce que nous avons constaté des divergences au sein des coalitions de l'opposition, notamment la principale, la CNC. Quel avenir pour la CNC et quelle opposition face à Ouattara? Vous savez, la CEI, comme je l'ai dit d'entrée, elle est fidèle à sa réputation. Rappelez-vous qu'en 2010, c'était la même chose. M. Amadou Soumaoro, qui représentait le RDA au sein de la commission, avait déclaré devant les médias que le taux de participation pour le second tour était de 70%. Et peu de temps après, nous sommes passés à un taux de participation de 80% parce qu'il le fallait pour justifier la victoire de Ouattara. Donc c'est le même procédé. Kone Sourou, qui est un militant notoire du RDA, annonce un taux de participation de 60%. Une ONG qui, à travers une étroite collaboration avec la commission électorale, annonce plutôt 52%. Ainsi de suite, la CEI rejoint ce taux diminue. Donc c'est une manœuvre à laquelle les Ivoiriens sont habitués. Voilà, donc il n'y a rien de surprenant. C'est justement parce que nous n'avions pas confiance en cette commission-là que nous avons fait le choix de bravement boycotter ces élections. En ce qui concerne l'opposition, surtout la coalition nationale pour le changement, vous savez, la charte était claire sur les conditions qu'il fallait réunir pour aller à des élections transparentes. Certains candidats ont décidé de piétiner cette charte-là et d'aller aux élections. Je pense que ils ont eux-mêmes connu le sort que nous connaissons. Il leur appartient de décider s'ils veulent poursuivre une aventure politique ou si ils se sont venus en politique, juste pour briguer la magistrature suprême. Donc il appartient à Charles Konan Banning, à Kwadjo Konan Bertin et au professeur Mohamed Koulibaly de décider de la suite logique de leur combat. S'ils estiment que les revendications énoncées dans la charte de la CNC ne leur sied plus, ils sont libres de sortir de la coalition et nous continuerons de l'animer et de poursuivre les objectifs qui étaient clairement définis. Quelle est la position de votre parti après ce scrutin? Et récemment, vous étiez en conclave à Accra avec d'autres leaders politiques. Quelle est la trame de ce conclave et quelle orientation donnez-vous à la lutte après la trêve de l'élection en Côte d'Ivoire? Vous savez, une lutte, elle est générationnelle. Et lorsque on partage les mêmes convictions, il est bon que l'on puisse se retrouver et partager ensemble une vision commune du combat que l'on a mené. C'est donc dans cette droite ligne que le président Stéphane Kipré, le président Damana Picasse et d'autres cadres en exil, tout cela chapeauté par les différents cadres que nous connaissons qui sont au Ghana, au Togo et au Bénin, ils se sont retrouvés pour faire le point de ces 5 années d'exil. Et ce qui a été retenu, en premier lieu, c'est de réaffirmer son engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo, de continuer de défendre les idéaux qu'il nous a inculqués. Et la deuxième raison était d'appeler au boycott des élections. Je pense que ce conclave-là a permis d'accentuer ce boycott. Le message est donc passé et nous sommes satisfaits. La lutte, elle ne va pas changer. Elle n'a pas de raison de changer puisque M. Ouattara lui-même n'a pas changé et qu'il est toujours dans une logique de brimer et d'emprisonner les opposants. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à attendre. Parlant de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, la CPI vient justement de reporter son procès au 28 janvier prochain. C'est une course sans fin. Qu'est-ce qui cause problème à ce procès? Vous savez, contrairement à ce que certains médias ont tenté de faire croire, ce n'est pas Maître Atit qui a demandé un report du procès. Maître Atit a introduit une demande le 27 dans laquelle il souhaitait que les experts, les médecins qui ont ausculté la santé du président Laurent Gbagbo soient présents au procès afin d'être interrogés par les différentes parties. Et cette séance-là était censée avoir lieu le 5. C'est la Cour qui lui a répondu que compte tenu de cette demande, il n'était plus possible de réunir les médecins le 5 et que ceux-ci viendraient le 10 et qu'en retour, le début du procès serait reporté à janvier 2016. Mais la vérité, c'est qu'il se murmure dans tous les couloirs
diplomatique, mais aussi à la CPI, c'est que la procureure n'est pas prête. Parce que jusqu'à ce jour, elle n'a pas encore pu réunir les preuves pour accabler le président Laurent Gbagbo. La procureure n'est pas prête, ça c'est vous qui le dites. Est-ce que la défense de Laurent Gbagbo est prête elle aussi? Parce que comment comprendre que la défense puisse introduire une requête à quelques jours de l'ouverture de son procès, sachant bien que la conséquence serait le report justement de l'ouverture de ce procès, tout en sachant que depuis 4 ans, toutes les requêtes de demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo ont été toutes rejetées pour les mêmes motifs. Vous savez, on a tendance à mélanger un peu les choses. C'est deux audiences totalement distinctes. Une audience était prévue le 5 pour statuer sur l'état de santé du président Laurent Gbagbo. Et il y avait l'audience du 10 qui sonnait le démarrage du procès. Donc, la requête introduite par Maître Atit ne concerne pas le démarrage du procès, mais elle concerne la date du 5 et il demandait que les médecins, les experts qui ont ausculté la santé du président soient présents à l'audience du 5. Donc vous conviendrez avec moi qu'il ne demande pas le report du procès, du début du procès prévu pour le 10. Donc on ne sait pas où ils vivent ces médecins-là, on ne sait pas s'ils sont sur masse et que c'est ce qui les empêcherait d'être présents le 5, mais la Cour fait du dilatoire parce qu'il était possible. Je présume, je n'ai pas vu les conclusions des médecins, mais je présume que Maître Atit n'est pas satisfait de leurs conclusions. Et c'est pourquoi il a demandé à ce qu'il soit physiquement présent afin d'être interrogé par les différentes parties. Donc la Cour, avec tous les moyens dont dispose la CPI, pouvait les faire venir, permettre à la défense, mais aussi au procureur de les interroger. Et puis on débutait le procès le 10. Donc c'est la Cour qui fait du dilatoire en reportant le procès juste parce qu'on demande de faire venir des médecins. Ailleurs sur le continent africain, Rwanda, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de réforme de la Constitution qui permet au président sortant Paul Kagame de briguer un autre mandat. Au Burkina, il y a 1 an, une révolution populaire chassait Blaise Compaoré du pouvoir. Retour en image sur ces événements qui ont marqué l'actualité au Burkina. On n'a plus l'Assemblée, on va aller tout casser. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Voici. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qu'il s'aille, qu'il s'en aille, qu'il nous fasse sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, après Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix, il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les rues de la capitale, c'est l'euphorie. L'impossible semble devenu réalité. Pour ces manifestants en liesse, c'est le début du printemps africain. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Nous on dit non, on en a marre. Idriss Déby, Kabila, c'était Kabila qui se rentre là. Ils n'ont qu'à savoir
que la jeunesse africaine a changé. On ne peut pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Par ailleurs, ce samedi 31 octobre, le Burkina Faso a rendu hommage aux victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État du 16 septembre dernier. Une cérémonie officielle s'est déroulée sur la place des Martyrs à Ouagadougou. Le président de la transition, Michel Kafando, a décrété la date du 31 octobre, journée nationale des martyrs. Écoutons à ce propos le président de la transition, Michel Kafando. Pour rendre hommage à ceux-là qui ont payé de leur vie pour que nous, les survivants, nous soyons libres. Voici devant nous la stèle qui symbolise à jamais leur supplice et leur mémoire. Voici inscrit sur cette pierre du souvenir leur nom et l'épigraphe « Mort pour la patrie ». Oui, la patrie vous est reconnaissante pour le sang que vous avez versé, pour revendiquer le droit de vivre dans la justice et dans la dignité, et par-delà ce sacrifice suprême, pour nous faire clairement comprendre à nous, les survivants, qu'en dehors de la liberté, il n'y a pas de raison de vivre et que sans la démocratie, toute espérance est vaine. Pour rendre à toutes ces victimes l'honneur qui sied, nous nous proposons de décréter le 31 octobre, journée nationale des martyrs. Elle sera commémorée chaque année en souvenir des batailles menées et des victoires remportées par le peuple burkinabé. Steve, l'actualité, c'est aussi le projet de réforme constitutionnelle au Rwanda qui commence à faire grincer des dents. Et il y a aussi le Burkina, il y a 1 an, Blaise Compaoré était chassé du pouvoir. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, un mot sur le Rwanda. Vous savez, le Rwanda, nous savons tous l'histoire du Rwanda. Et à titre personnel, on pourrait penser que ce pays couvrait notre crise. Et quand on sait le génocide rwandais, il est souhaitable que les politiques s'asseyent et fassent preuve de bon sens pour trouver des solutions idoines. Il faut éviter que cette partie de l'Afrique-là ne s'enflamme à nouveau. Je pense que c'est dans l'intérêt des populations. Et lorsqu'on entre en politique, lorsqu'on fait de la politique, on la fait pour servir d'abord les populations. Donc il est bon que très rapidement, l'Union africaine s'invite dans cette crise qui pointe à l'horizon pour trouver une solution. Mais au-delà du Rwanda, il faut remarquer que c'est un problème structurel en ce qui concerne les élections en Afrique. Nous sommes passés des ministères de l'Intérieur qui organisaient les élections à des commissions dites indépendantes qui sont chargées de nous offrir des scrutins transparents et crédibles. Mais en dépit de cela, depuis un moment, on constate des velléités de modification constitutionnelle de certains potentats pour se maintenir au pouvoir. Et cela est regrettable parce que la Constitution, c'est la norme suprême. Et lorsqu'on dirige un pays, on est chargé en premier de protéger la Constitution. Certains nous disent, puisque ces présidents-là en général appellent à des référendums et que c'est la population qui doit décider soit de modifier la Constitution ou pas, c'est un acte démocratique. Nous trouvons que on sait comment les élections se déroulent dans ces pays-là. On a vu ce qui s'est passé au Congo où, en dépit des protestations, le oui semble avoir emporté. Donc c'est un problème structurel qui se pose et il est bon que les organisations sous-régionales, mais aussi au niveau africain comme l'Union africaine s'impliquent pour éviter qu'on ait encore des bains de sang. Dans cette partie de l'Afrique, les présidents sont-ils passé le mot? Réforme constitutionnelle au Congo, au Rwanda, en RDC, au Burundi. Y a-t-il un véritable problème? Et parlant de réforme constitutionnelle, le chef de l'État ivoirien a annoncé un de ses tout premiers chantiers de président élu, ce sera la réforme de la constitution ivoirienne et justement la suppression de l'article 35 jugé conflit-gênant par la classe politique ivoirienne. Si encore le référendum à venir offrait des gages de transparence, on pourrait se dire c'est logique que M. Ouattara la soumette au peuple, tout en sachant qu'il a lui-même appelé à voter oui à cette constitution-là en 2000. Donc il serait bon qu'il puisse expliquer aux Ivoiriens entre le oui de 2000 et le fait qu'il combat cette constitution, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la constitution, elle est bonne, mais dans son exploitation, on a mal exploité les articles, ou en fait, il a appelé oui tout en sachant qu'elle était mauvaise au départ. Donc moi,
je prends acte de sa volonté de changer la Constitution, de changer certains articles de la Constitution. Nous attendons qu'il puisse soumettre sa monture au peuple. Et si, entre-temps, des gages de transparence sont offerts à la population, nous donnerons notre point de vue. Mais pour le moment, nous constatons juste qu'il est dans une logique de changer la Constitution et surtout l'article 35 qui semble lui poser un problème personnel. L'Afrique centrale a-t-il un problème avec leur constitution? Plusieurs pays de cette partie de l'Afrique sont en prise avec des velléités de changement de constitution pour permettre au président en poste de se maintenir au pouvoir. Y a-t-il un problème avec les constitutions? Vous savez, ce n'est pas seulement l'Afrique centrale, c'est toute l'Afrique qui semble avoir un problème avec les constitutions. Vous savez, et nos chefs d'État sont tellement prévisibles, mais ils devraient comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, les populations sont assez instruites pour savoir où se trouve véritablement leur intérêt. Ils devraient prendre conseil auprès de Blaise Compaoré, ils devraient prendre conseil auprès de d'autres chefs d'État qui ont tenté ces passages en force comme Abdoulaye Wade et qui n'ont pas été suivis par les populations. Vous savez, il est bon que nos chefs d'État comprennent que lorsqu'on a été au pouvoir pendant 27 ans, et même si on semble être un messie pour son peuple, il est bon de se retirer pour laisser notre classe politique émerger. Donc, ces tentatives, ces velléités de modification constitutionnelle, pour moi, elles n'annoncent que des troubles à venir dans ces différents pays, c'est encore regrettable. Parlant du Burkina, les Burkinabés ont célébré l'an 1 de l'après-Compaoré. Quel est votre commentaire? Et justement, dans l'affaire du coup d'État du général Diendéré, une perquisition avait été menée chez le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro, qui a une résidence à Ouagadougou. L'affaire avait fait grand bruit. Abidjan a semblé ignorer cette affaire. Quel est votre commentaire aussi sur ce sujet? Vous savez, en ce qui concerne le Burkina, il est bon qu'on sorte des symboles pour donner à la population ce pourquoi elle est descendue dans les rues. Vous savez, les élections qui s'annoncent, lorsque nous discutons avec certains amis burkinabés, on constate que les deux favoris pour succéder justement au président Kafando, ce sont deux anciens du système Compaoré. Donc, ce sont des gens qui sont sortis du parti de Compaoré quelques mois avant sa chute. Est-ce que ces gens-là sont susceptibles d'apporter le changement que le peuple espère? Dommage. Moi, si on avait une véritable révolution, si les aspirations du peuple avaient été prises en compte, moi je pense que ces gens-là ne seraient pas favoris. Donc il appartient à la jeunesse burkinabé de veiller à ce que ces aspirations ne soient pas détruites sous l'autel des ambitions de certaines personnes. En ce qui concerne Soro Guillaume, c'est un rebelle. Donc ce qui serait étonnant, c'est qu'il ne se retrouve pas dans une histoire où l'on parle de rébellion, de coup d'État. Donc il est aussi fidèle à sa réputation. Et tout le monde connaît les liens étroits qui le lient aussi bien à Blaise Compaoré qu'à Diendéré. Et donc la justice burkinabé, pour une fois, fait son travail et nous laissons le cours de l'histoire juger. Fabrice Lago, Disti Biko, si vous aviez un message à adresser à l'endroit des dirigeants africains et particulièrement à l'endroit du chef de l'État ivoirien, votre pays d'origine, quel message passerez-vous? Je dirais à M. Ouattara en premier lieu que il n'y a pas de pouvoir absolu. Et lorsque on arrive au pouvoir, c'est pour répondre aux aspirations des populations. Et même s'il estime qu'il s'est fait élire à près de 83%, il sait pertinemment qu'une bonne partie des Ivoiriens a boycotté le scrutin. La véritable question qui doit se poser aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi ces Ivoiriens-là ont refusé de voter. Quelles sont les raisons qu'ils ont avancées pour refuser de voter? Parce que lui, qui a été hier soi-disant exclu, ne peut pas se faire aujourd'hui le chantre de l'exclusion. Parce qu'il affirme que sa coalition et lui représentent 83% des Ivoiriens. C'est qui? Je ne sais pas à partir de quel chiffre il le dit. Il représente 83% de ceux peut-être qui sont allés voter. Et ceux qui sont allés voter, on sait combien ils sont. Donc il faudrait que M. Ouattara ait l'humilité de s'asseoir avec ses opposants, les véritables, pas les fatisses qui se fabriquent, mais les véritables opposants, pour ensemble trouver des solutions à une réconciliation vraie et véritable en Côte d'Ivoire. Quant au peuple ivoirien, je tenais à lui dire qu'il est sur la bonne voie. Pendant 5 ans, on a essayé de le soumettre. Pendant 5 ans, on a essayé de le faire abdiquer. Mais par ces élections-là, il a prouvé qu'il n'est pas disposé
à renoncer à ses idéaux. Il n'est pas disposé à renoncer à sa souveraineté. Et il a les moyens de se faire entendre et que son destin lui appartient. Un mot de sport pour terminer cette édition. Rugby, les All Blacks, sacrés champions du monde. Ils ont dominé l'Australie 34-17 et sont champions du monde pour la 3e fois. Football, en finale allée de la Champions League africaine, le TP Mazembe a pris une option sur la victoire après son succès 2-1 face à l'Union sportive de la Médina d'Alger en Algérie. Le retour aura lieu le 8 novembre prochain à Kinshasa. Chan, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour le prochain championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu au Rwanda du 16 janvier au 7 février 2016. Les Ivoiriens ont battu le Ghana sur le score de 1-0. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Retenez que les actualités d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Dieu bénisse l'Afrique. Au revoir.